puis bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième témoignage au cœur du réseau, qui est un rendez-vous que nous avons imaginé mensuel pour présenter, je dirais, l'expérience et mettre en valeur les ressources diversifiées du réseau Purpanay au travers de témoignages d'acteurs. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est que si vous avez pendant cette séquence quelques questions, essayez de les formaliser sur le chat, comme ça, on pourra en sélectionner peut-être 2 ou 3 à la fin pour que ce soit un petit peu interactif. Et surtout, on propose aussi que tous les gens qui suivent ce témoignage puissent bénéficier du contact des autres afin que les échanges et les mises en relation aient lieu au-delà du témoin de ce moment. Donc, si vous ne voulez pas que votre contact soit diffusé, vous le dites aussi à travers le chat. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais accueillir Étienne Gavagnier, que j'ai eu la chance de croiser professionnellement à diverses reprises dans d'autres métiers et aussi en tant que client, puisque j'avais un restaurant à une époque. Et donc, Étienne a créé une entreprise artisanale et familiale de torréfaction de café, l'entreprise Di Costanzo. Et je crois qu'il va nous parler de sa politique de développement durable en lien avec sa croissance commerciale. Donc, je vais lui laisser tout de suite la parole. Bonjour à tous et merci Mathieu pour l'introduction et merci pour l'invitation. Oui, d'abord, je vais me présenter, donc Étienne Gavagnier, de la 79e promotion, marié à Émilie Gavagnier de la 81e promotion, donc de Purpanay. On a repris une entreprise il y a 15 ans maintenant qui s'appelait les Cafés Di Costanzo, qui s'appelle toujours les Cafés Di Costanzo, qui était une torréfaction artisanale qui était basée à Pujodran, dans le Gers, pas loin de Toulouse, et qui faisait à peu près, pour donner quelques chiffres, 250 000 euros de chiffre d'affaires et où il y avait 3 personnes. Donc aujourd'hui, après 15 ans de développement, on est à peu près une vingtaine de personnes et un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 150 tonnes de café torréfié chaque année. Donc une croissance assez forte, mais comme je vais vous le décrire, on a toujours eu la préoccupation d'essayer d'avoir un impact environnemental et limité, enfin, autant que faire se peut, et toujours une préoccupation aussi sociale et environnementale. Vraiment, la démarche des RSE est arrivée récemment pour nous, mais finalement, c'était un peu la façon dont on s'est développé tout le temps. Alors, c'est un peu difficile de parler de croissance et d'environnement en même temps, puisque l'un est complètement antinomique de l'autre. Et si on regarde même plus en détail notre activité, au niveau environnemental, quel est le bilan? On importe un produit qui vient de l'autre bout de la planète, on le grille au gaz et on le commercialise. Et ça sert à quoi? Du café, a priori, à rien. Donc, le bilan environnemental, à part ne pas exister pour être propre, voilà, il n'y a pas de solution. Bon, quand on a dit ça, ça ne fait pas avancer le public, on existe quand même. donc, la question, c'est plutôt de réduire l'impact, puisqu'il y en a forcément un. Mais il y a aussi des aspects positifs à cette activité-là, le café. D'abord parce qu'on fait vivre une filière en amont dans des pays en développement ou des fois des pays plutôt pauvres sur la planète. Et à l'aval, en consommation, le café, c'est du lien social, c'est un moment de plaisir, c'est ce genre de moment-là qu'on représente. Donc, et c'est ces moments-là qu'on crée. Donc là, on peut y trouver un intérêt et une utilité. Donc, nous, on a repris cette entreprise-là il y a 15 ans. Il y avait à l'époque une vingtaine de tonnes de café qui étaient torréfiées chaque année, sans préoccupation de qualité particulière et avec une clientèle café, hôtel, restaurant. Donc, ayant repris ça, on est resté et ne connaissant pas l'activité de torréfaction en particulier, on a commencé par reprendre la même chose que ce qui était, apprendre comment c'était fait, comment fonctionnait le marché, les concurrents. On n'a pas fait de révolution, on n'a fait que des évolutions. Alors, on a quand même toujours voulu s'inscrire dans une démarche de qualité produit, qualité gustative, qui va avec une valorisation à la fois à l'amont, mais aussi du coup à l'aval.
parce que ça, c'était notre ADN. Émilie a travaillé sur les domaines viticoles, elle aimait la dégustation, elle aimait le vin et les produits de qualité. Et moi, ayant travaillé un petit peu comme Mathieu, quelques années après lui, dans la valorisation des produits agricoles par la qualité, c'était quelque chose qui pour nous était important. Donc, Ouais, attends, Étienne, si tu m'entends, nous, on ne t'entend plus. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit souci. J'espère qu'on va le régler. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. voilà. Est-ce Ça que y est. c'est C'est reparti? mieux. C'est Ouais, reparti. c'est reparti. Donc, on a toujours eu cette démarche de vouloir aller vers un produit de qualité, parce qu'un produit de qualité, ben, on sait le valoriser, on sait en parler, on sait le vendre. Et comme on a une entreprise qui est presque plus une entreprise de service qu'une entreprise de production, du fait qu'on travaille en café, hôtel, restaurant, pour nous, la qualité, elle est vraiment de soi. On parle du produit. On n'est pas du tout dans une démarche d'aller en grande surface où on vend un prix. On vend vraiment un produit au restaurateur qui va faire déguster, qui va déguster avant de choisir. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là. Mais déjà très tôt, on a toujours eu la préoccupation de notre empreinte écologique. Par exemple, au bout de 3 ans d'activité, on a déménagé, on a dû créer un bâtiment, on a fait un bâtiment bois. On a fait un bâtiment bois pour avoir le moins d'impact possible, pour ne pas bétonner une zone, pour tout ça. Très rapidement, nos livraisons ne sont pas faites en carton, mais dans des cagettes consignées qu'on permettait de récupérer et de ne pas laisser aux clients. Donc, c'était des petites choses, mais ensuite, on a torréfié au gaz vert depuis déjà 5 ans. Donc, on n'a pas une production de gaz sur l'entreprise, mais on a un contrat de gaz compensé carbone dans le réseau. On est en électricité verte également. Et donc, tout ça sont des choses, des petits étages qu'on a mis année après année. Et donc, le développement commercial, lui, s'est fait par d'abord un secteur, le café, hôtel, restaurant, qu'on a professionnalisé année après année. D'abord un commercial, et puis un deuxième, et puis un troisième. Aujourd'hui, on a 4 commerciaux livreurs et un responsable commercial sur cette activité-là. Donc, c'est vraiment une partie qu'on a développée pour la professionnaliser. Dans ce secteur-là, c'est un marché particulier. Il y a tout un volet matériel. C'est-à-dire que dans un restaurant, pour faire du café, il faut un moulin et une machine. Et ça, ce n'est pas la préoccupation du client, du restaurateur, c'est la nôtre. C'est-à-dire que nous, quand on nous achète du café, dedans, il y a un moulin, une machine, des tasses, des petites cuillères. Et ça fait partie de notre service, finalement. C'est pour ça que je disais qu'on était plus une entreprise de service qu'une entreprise de production, parce que le produit représente à peu près 25% du prix du café et 75%, c'est du service. Et bien là aussi, on peut avoir la préoccupation de notre impact environnemental, puisqu'une machine à café, c'est une machine électrique qui consomme de l'électricité. Et à partir du moment où il y a des moyens de la faire consommer moins, par de l'isolation de la chaudière, par exemple. Donc aujourd'hui, toutes les machines qu'on reconditionne, toutes les machines d'occasion qu'on a, qui fonctionnent, qui sont dans le circuit de notre clientèle, chaque fois qu'elles reviennent à l'atelier et qu'elles sont... les isolations de machines, c'est quelque chose qui n'a qu'un an ou deux, mais chaque fois qu'elles reviennent à l'atelier depuis un an, on les isole. Et elles repartent dans le circuit avec une isolation qui est importante, puisque sur une machine à café, on va économiser à peu près 300 € d'électricité par an parce qu'elle sera isolée par rapport à avant. Donc, il y a un gain économique pour le client, c'est comme ça qu'on lui vend, mais ce sera surtout un gain en termes de tout ce qu'on ne dépense pas, c'est parce qu'on ne l'a pas produit. Donc, si on consomme moins d'énergie, c'est mieux. Pour nous, c'est un coût. Ça demande beaucoup de temps pour désosser la chaudière pour pouvoir l'isoler et la remonter. Et il y a le produit qu'on achète qui est une chaussette, en fait, qui va isoler la chaudière. Mais ça fait partie de notre investissement pour ensuite avoir un moindre impact en termes de consommation d'énergie. Ce n'est pas notre consommation d'énergie, c'est celle de nos clients, mais sur la filière, c'est important. On cherche à essayer de passer au niveau du transport sur du véhicule hybride ou électrique. Là, c'est la technologie qui nous bloque. Aujourd'hui, il n'existe pas d'utilitaire pouvant transporter les volumes qu'on transporte chaque jour et avec une autonomie suffisante.
Mais ça viendra. Ce sera sûrement la prochaine étape de ce côté-là. Dans le développement commercial, ensuite, une fois que le café hôtel restaurant a été suffisamment développé, on a une croissance qui est organique là-dessus, c'est-à-dire que nos commerciaux font leur travail. On leur a décidé de ne plus développer la zone géographique, mais de concentrer simplement pour éviter de faire des kilomètres pour livrer quelques kilos de café supplémentaires. On ne va pas faire des kilomètres de plus. On va simplement densifier notre clientèle. Ça, c'est une politique qu'on a décidée, c'est de ne plus avoir d'extension géographique. On a aussi décidé ça sur notre site Internet, puisqu'on a développé un site de vente en ligne. On ne fait plus de publicité au-delà de la région. Pour ne pas… alors, évidemment, s'il y a des gens qui commandent et qui sont hors dehors de la région, ils seront servis, mais on ne va pas aller les chercher en payant de la publicité pour développer cette activité trop loin. Il y a d'autres artisans torréfacteurs partout sur le territoire qui travaillent très bien. Il n'y a pas besoin d'envoyer du café d'Occitanie en Alsace ou inversement. Voilà. Donc ça, c'est des choix qu'on fait. Donc on a diversifié aussi notre stratégie commerciale. Alors, mais on ne l'a pas fait tout de suite. Pour revenir un peu sur le côté stratégie commerciale, on a voulu d'abord professionnaliser chaque secteur qu'on touche. C'est-à-dire que le café hôtel restaurant, c'était le secteur qui existait au départ. Avant de se tourner vers autre chose, on a professionnalisé. C'est-à-dire qu'on l'a développé, on a appris, on a mis en place les services qu'il fallait, on a internalisé les techniciens. Et une fois que ça, c'était bien structuré, on a pu passer à autre chose. Autre chose, ça a été d'abord une boutique de vente directe aux consommateurs. Donc, ça a été sur le deuxième bâtiment où on est aujourd'hui. On est dans une zone industrielle et commerciale. On a dédié un espace pour créer une boutique d'usine assez classique, mais qui demande d'autres choses, puisqu'il a fallu rentrer d'autres produits spécifiques aux particuliers. On a appris à travailler le particulier petit à petit. Et une fois que cette boutique-là a été bien structurée, on l'a mise en ligne quelque part. C'est qu'on a travaillé sur un site Internet. On a appris aussi que ce n'était pas la même chose d'ouvrir une boutique et d'ouvrir une boutique en ligne, qu'il fallait la faire vivre, etc. Donc là, on s'est adjoint les compétences de professionnel d'un webmaster qui nous suit toujours aujourd'hui. Et après 4 ans d'existence de cette boutique-là et de la boutique en ligne, on commence à savoir un petit peu comment on travaille avec le particulier. On a décidé d'ouvrir une deuxième boutique à Toulouse, proche, pour être présent en ville. Donc, ça, c'est effectif. Alors, ce sont des projets qui ont mûri pendant le confinement, pendant le Covid, puisque nos restaurateurs ont été fermés pendant de longs mois, ce qui nous a permis de réfléchir beaucoup, puisqu'on avait moins de quotidien. Et donc, on a mis en place cette deuxième boutique qui est aujourd'hui ouverte dans le quartier de Saint-Étienne à Toulouse, rue Croix-Baragnon, qui est ouverte depuis 7 mois maintenant. Et donc, là aussi, on a pu quelque part amortir tout le travail qu'on avait fait sur la première boutique, sur le site de vente en ligne, puisqu'on a finalement les mêmes produits, la même organisation sur les 2 boutiques. Voilà. Ça nous a permis de rentrer d'autres cafés qu'on ne va pas proposer au café hôtel restaurant, puisqu'on va pouvoir travailler des cafés un peu plus haut de gamme, un peu plus éphémères sur les boutiques pour dynamiser un petit peu les ventes et puis pour se faire plaisir à nous, parce que nous, ça nous permet aussi de découvrir toujours de nouveaux cafés. C'est un monde assez vaste et infini. Donc, on se fait plaisir en même temps qu'on développe. Et ça, c'est important puisque ça nous permet de rebondir sur le côté plutôt sociétal. C'est de savoir qu'on a envie de venir avec la banane au travail. On a envie que les gens avec qui on travaille soient contents aussi de venir. Donc, ça a toujours été aussi… on y passe beaucoup de temps dans l'entreprise et on sait que nos collaborateurs y passent aussi pas mal de temps. Donc, on veut que ça se passe bien dans une bonne ambiance assez familiale. Et donc, on a toujours impliqué tous les éléments toutes les personnes de l'entreprise à beaucoup d'autonomie, mais à beaucoup d'implication sur l'ensemble des sujets de l'entreprise. Comme on est parti que de 2 pour arriver à 20, forcément, quand on a été 3, on a été 4, on était très proches d'eux, ils sont toujours là, souvent pour cela. Et on a toujours travaillé à les impliquer dans tous les choix ou à expliquer beaucoup tous les choix qu'on faisait, toutes les orientations commerciales ou stratégiques qu'on a pris.
Merci Étienne. Est-ce que je peux t'interrompre? J'ai une question Bien sûr. pour que tu décrives un peu tes approvisionnements. Est-ce que, notamment sur l'aspect bio, est-ce que tu qualifies des cafés, comment vous les sélectionnez et comment vous vous assurez aussi que je dirais, la préoccupation écologique est aussi en amont de l'entreprise? Voilà, une question. Alors oui, bien sûr, on a des cafés bio. On l'a fait assez tôt quand on a repris avec un. Et puis deux, aujourd'hui, 40% des références, ce sont des cafés bio. Donc oui, alors ça, je vais dire, c'est le plus facile des choix écologiques à faire, puisque ça ne demande simplement qu'à, dans le catalogue des cafés verts disponibles, à acheter du bio. À partir du moment où on en a un, on fait la certification. On a la chance d'être à l'île Jourdain et qu'Auxerre n'est pas loin. Donc, on peut aussi leur vendre du bon café du coup. Et donc, oui, la préoccupation d'avoir des cafés bio. Aujourd'hui, pour faire simple, à part les cafés d'assemblage qui sont en café, hôtel, restaurant, quasiment la totalité des cafés de pure origine sont bio. Hormis 3 cafés de producteurs, des producteurs avec qui on travaille année après année et avec qui on a tissé des liens. Même si on passe toujours par un importateur, puisqu'on ne peut pas importer directement du café sans passer par un importateur. C'est la filière qui est organisée et structurée comme ça. Le ticket d'entrée pour un achat, c'est le conteneur. Donc, certains producteurs ne produisent pas un conteneur et moi, je ne vends pas un conteneur d'Équateur. Donc, on doit passer par des grossistes quelque part qui ont un vrai métier utile. Donc mais on est en contact direct avec eux et on connaît leur café, on les déguste, on les choisit et ensuite, par le circuit d'approvisionnement normal, on s'approvisionne. Donc, ils peuvent ne pas être bio, mais on est quand même là sur du circuit court, entre guillemets, et en tout cas identifié, tracé jusqu'à la parcelle. Mais sinon, tous les cafés de pure origine vont être bio. Et petit à petit, on s'oriente vers ça, un maximum, oui. Le côté bio. Et alors, le côté transport du café aussi, alors ça, c'est très récent, puisqu'on en a partagé aussi sur les réseaux. Notre principal importateur, qui s'appelle Belco, qui est à Bordeaux, s'engage dans une démarche de transport du café à la voile avec une entreprise de transport qui s'appelle Taut. Et donc, on a eu un peu de café qui a voyagé pour la première fois, qui vient de Colombie, qui a traversé l'Atlantique à la voile par une goélette. Alors, c'était le lancement du projet. Donc, la petite goélette ne transporte que 22 tonnes de café sur un voyage. Donc, nous, on avait quelques sacs dans ces 22 tonnes qui étaient à nous et qui ont pris ce chemin-là. Mais c'est le lancement, c'est-à-dire que Taut va construire, assigner la construction de 2 porte-conteneurs voiliers et qui, eux, pourront transporter 1100 tonnes de café à la voile sur un trajet transatlantique d'une durée d'1 mois. Donc, pas beaucoup plus lent que le cargo actuel. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, grâce au fait de prendre des cafés de qualité, va être possible. Pourquoi grâce à des cafés de qualité? Parce que si on prend des cafés de qualité, c'est des cafés qui valent plus cher. Et le coût du transport, l'impact de la différence de coût de transport pour des cafés qui valent plus cher est moins impactant que pour un café entrée de gamme. Pour un café entrée de gamme, ça va vite être 30% du prix. Pour un café de qualité, ça va plus être à peine 5% du prix de plus. Et 5%, c'est tout à fait acceptable pour le consommateur. Il faut savoir que les écarts de prix dans le café sont plus proches de ceux du vin, c'est-à-dire avec des écarts importants de 1 à 100 que des matières plus standards. Voilà. Une autre question qui est posée, c'est du coup, est-ce que tu peux rapidement faire le panorama des origines des cafés que vous achetez? Et puis, est-ce que vous êtes aussi des fois impliqué dans des projets de co-développement avec les producteurs ou est-ce que vous appuyez sur des filières organisées, mais par ailleurs, quoi? Alors, sur l'origine des cafés, alors le café, c'est une plante tropicale. Donc là, toute la ceinture tropicale autour de la planète est susceptible de produire du café. Des cafés de qualité, ce sont les Arabica, pour faire simple, il n'y a que cela, et Coffea Arabica qui peut donner des cafés aromatiques et vraiment de très bonne qualité. Le Robusta étant un café vraiment plus de grosse production et de charge et plutôt sur le corps et l'amertume. Les arômes et la qualité, l'acidité viennent des Arabica. Donc on achète toujours des Arabica qu'on appelle café de spécialité.
Les cafés de spécialité sont les cafés qui ont plus de 80 sur 100 en note internationale. La note internationale, SCA, c'est la note qui va être définie à chaque moment où le café va être dégusté. Et il est dégusté chaque fois qu'il est échangé, du producteur à la coopérative, pour que la coopérative donne la valeur de son prix au producteur, de la coopérative à l'exportateur, de l'exportateur à l'importateur, de l'importateur à nous. Le café est dégusté. Et selon toujours la même méthode qui permet de noter les cafés. Donc, les cafés sont notés sur 100. Les cafés de spécialité ont plus de 80 sur 100. Donc, ce sont les meilleurs. Ils représentent 4% des cafés consommés en France aujourd'hui. Nous, la totalité des Arabicas sont des cafés de spécialité sur tout ce qu'on fait. Donc, on est dans cette gamme-là des 4% des cafés qui vont être les mieux notés qui sont bu en France. Sur les origines, après, à partir du moment où on est dans un pays tropical et qu'on est un peu en altitude pour la concentration aromatique des cafés, tous les pur panés ont appris que quand on cultive en altitude, on a moins d'oxygène et on va concentrer les couleurs des fleurs, mais on va concentrer aussi les arômes des produits. Et donc, ça marche avec les huiles essentielles contenues dans le café qu'on va transformer en arômes par la torréfaction. Et donc, Amérique du Sud, Équateur, Colombie, Brésil. On va avoir des cafés du Panama, du Honduras, du Salvador, du Nicaragua, du Guatemala, du Mexique. En Indonésie, de temps en temps, on a quelques cafés. Il faut savoir que le deuxième producteur de café au monde, c'est le Vietnam, même si leur principale production, c'est le Robusta. Le premier, c'est le Brésil, bien entendu. Donc voilà, tant qu'on est autour des tropiques et qu'on est un peu en altitude, on peut avoir des très bons cafés. Alors, on a des spécialistes aujourd'hui qui nous écoutent et qui posent des questions assez pointues sur le type de certification et ce que tu peux éventuellement en penser ou est-ce que ça t'intéresse. On parle de certification B Corp et Rainforest Alliance. Je ne sais pas si tu les connais. Est-ce que c'est de temps en temps, on a des cafés qui sont Rainforest Alliance. Nous, on va travailler avec la certification bio, agriculture biologique, essentiellement, puisque c'est celle qui parle en France. On a travaillé un petit peu avec une certification commerce équitable type Max Havelaar dans le temps. On ne le fait plus aujourd'hui parce qu'en fait, elle ne garantit pas grand-chose et elle n'est jamais contrôlée. Pas grand-chose dans le sens où c'est simplement un plancher de prix. Donc aujourd'hui, avec les cours qu'il y a, Max Havelaar, plus personne ne veut payer Max Havelaar. Plus les producteurs ne veulent plus produire pour Max Havelaar, les cours sont au-delà de ça. Donc ça ne rentre pas. Et tous les cafés qu'on achète sont largement au-dessus de tous les planchers, puisque nous, on paye une qualité. Ces démarches-là permettent simplement de protéger des producteurs qui sont vraiment dans la mer de café, là où il n'y a pas de valorisation. Très bien. Une autre question qui vient, est-ce qu'avec le réchauffement climatique, la géographie du café est amenée à changer? Est-ce qu'il y a des régions qui peuvent devenir productrices plus proches de chez nous? La géographie du café a déjà commencé à changer. Certaines productions ne sont plus possibles à certaines altitudes parce que trop chaud, trop sec. Les perturbations de Niño et Niña en Amérique du Sud ont un producteur en Équateur aujourd'hui qui est un Aveyronnais qui s'était expatrié là-bas, un agronome assez brillant, avait créé une plantation au milieu de la cordillère des Andes, là où il n'y avait pas de café, parce qu'il avait agronomiquement défini que c'était là que c'était possible en Équateur, que c'était le meilleur terroir, a fait 20 ans d'un café formidable et depuis 2 ans n'a plus de soleil à cause du changement climatique. Il a recréé une autre plantation ailleurs pour pouvoir, et celle-là est un peu en déperdition petit à petit. Il n'y a plus assez de soleil, les caféiers sont pleins de mousse, produisent 10 fois moins qu'avant, c'est assez catastrophique. Non, il n'y aura pas de nouvelles zones de production de café, il n'y aura que de plus faibles productions de café et de plus faibles zones de production de café. On ne va pas pouvoir monter au-dessus de 2000 mètres, même si le réchauffement est aidant, il n'y a plus assez d'oxygène et on ne va pas pouvoir, et on ne va faire que réduire les tâches dans lesquelles on va pouvoir produire des bons cafés. Les productions se sont déjà arrêtées, on a déjà une productrice qui a changé d'activité parce que plus rentable. Super, je te remercie. Ouais. Et je te propose qu'on revienne un peu sur ton entreprise, puisqu'on a beaucoup évoqué l'amont. Moi, j'ai quand même une petite question aussi par rapport à tout ce que tu as énoncé. C'est que, est-ce que toute cette démarche éco-environnementale que vous poussez et que vous faites grandir petit à petit,
vous différencie par rapport à vos concurrents aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est une préoccupation aussi? Et est-ce que, tu l'as un peu souligné, est-ce que c'est aussi un facteur de motivation en interne, de motivation d'équipe que de s'investir dans cette démarche? Alors, pour la première question, nos principaux concurrents s'appellent Lavazza, Richard, Malongo, Segafredo. Donc, oui, clairement, ça nous différencie techniquement. Commercialement, aujourd'hui, très peu. Très, très peu. Ça n'est pas encore suffisant. Quelques clients vont être sensibles à ça, mais très peu en proportion dans le marché. Donc, mais ça, c'est pas grave. De toute manière, on sait c'est le chemin normal. C'est pas grave d'être un petit peu en avance commercialement. Par contre, oui, en interne, c'est motivant. Pour les gens qui travaillent avec nous, ils savent pourquoi ils se lèvent un peu plus le matin. Ils ont plus envie de venir et voilà, ils savent que cette préoccupation-là, qui est la préoccupation un peu de tout à chacun en tant que consommateur, mais ils savent qu'ils y participent un petit peu, en tout cas qu'on se pose les bonnes questions et qu'on n'est pas là uniquement pour un pur aspect de rentabilité, mais qu'on fait attention à la façon dont on le fait. Et ils y participent, puisqu'ils apportent des idées, bien sûr. Bon, super. Je ne sais pas si tu veux donner un petit mot de conclusion sur les perspectives, les années à venir, sur quoi, parce que le temps passe, on va essayer de tenir le timing, donc il reste 1 minute et demie pour nous faire le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous, aujourd'hui, on va continuer à avoir cette stratégie commerciale, c'est-à-dire quand on commence un nouveau marché ou un nouveau secteur, c'est de le professionnaliser, d'apprendre à le faire, de prendre son temps. On n'est pas dans une start-up où on explose. On n'a pas de révolution, nous, on ne fait que des évolutions. Et toujours avec cette préoccupation-là. Et je pense que la préoccupation environnementale, elle est de plus en plus prégnante et de plus en plus importante dans nos choix et dans nos décisions quotidiennes. Ok, ben merci beaucoup, Étienne. Je te souhaite beaucoup de réussite à toi et ton équipe. Et j'espère que ça aura donné envie à des Purpanais de se rapprocher de l'entreprise et de continuer à discuter autour de ces problématiques environnementales et aussi de café, pourquoi pas. Je vous donne rendez-vous aussi pour de prochains témoignages au cœur du réseau de Purpan, en lien bien sûr avec notre association Purpan Alumni qui est à l'origine de ce projet. Donc, n'oubliez pas le 12 avril à 18h de venir vous connecter pour écouter Jérémy Requi qui va parler de décisions, de brouage de décisions au sein de l'Union européenne, comment les décisions se prennent. Marjorie Marty ensuite, le 17 mai 18h, pour parler du label rouge de la filière charolaise. Donc, là aussi, organisation de filière et projet pour se valoriser au maximum. Et ensuite, Pierre Guéraud-Liria, qui est le cofondateur du Drive Tout Nu à Toulouse, qui est une petite franchise, je crois, qui commence à se développer très fort autour de la mise en avant aussi de circuits courts et de produits zéro emballage, etc. Voilà. Ce que je vous demande aussi, c'est de vous rapprocher de l'association si vous connaissez des Purpanais qui ont beau parcours et une expérience qui serait intéressante de partager tous ensemble. Donc là, pour ça, vous faites un petit mail à Gwenaëlle Keller, à l'association, et on aura plaisir à contacter ces gens et à vous les proposer. Le programme est calé jusqu'à l'été, mais ensuite à la rentrée. Voilà. Je vous remercie encore et puis on se dit à bientôt. On essaye de tenir le timing. Donc, merci à tous. Au revoir. Merci Mathieu. Au revoir.